Bonjour et bienvenue au webinaire sur les troubles qui peuvent affecter le bien-être mental. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de l'Ontario, c'est chez moi, et étudiants internationaux se connectent à Costly Immigrant Services. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Nous allons couvrir les sujets suivants, donc les troubles de santé mentale, 4 troubles majeurs, anxiété, troubles de l'alimentation, dépression, troubles bipolaires et la schizophrénie, les troubles liés à la toxicomanie et finalement, les ressources. Qu'est-ce que les troubles mentaux? Les troubles mentaux comprennent un large éventail de problèmes avec des symptômes différents. Cependant, ils sont généralement caractérisés par une combinaison de pensées anormales, d'émotions, de comportements et de relations avec les autres. Par exemple, la schizophrénie, la dépression, les déficiences intellectuelles et les troubles dus à l'abus de drogue. La plupart de ces troubles peuvent être traités avec succès. ARESC. Des études menées par l'Organisation mondiale de la santé indiquent qu'il existe plusieurs facteurs qui peuvent affecter la santé mentale d'une personne et contribuer aux troubles mentaux. Ces facteurs comprennent non seulement les attributs individuels tels que la capacité de gérer ses pensées, ses émotions, ses comportements et ses interactions avec les autres, ainsi que les facteurs sociaux, culturels, économiques et environnementaux tels que les politiques nationales, la protection sociale, le niveau de vie, les conditions de travail, etc. 70 des problèmes de santé mentale ont leur apparition pendant l'enfance ou l'adolescence. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont plus susceptibles d'éprouver une maladie mentale et ou des troubles liés à la consommation de substances que tout autre groupe d'âge. 34 des élèves du secondaire de l'Ontario indiquent un niveau modéré à grave de détresse psychologique, symptômes d'anxiété ou de dépression. 14 indiquent un niveau grave de détresse psychologique. Les hommes ont des taux de dépendance plus élevés que les femmes, tandis que les femmes ont des taux plus élevés de troubles de l'humeur et d'anxiété. La santé mentale et physique est liée. Les personnes atteintes d'une affection à long terme comme la douleur chronique sont beaucoup plus susceptibles d'éprouver également des troubles de l'humeur. Inversement, les personnes ayant un trouble de l'humeur sont beaucoup plus à risque de développer une condition médicale à long terme. Les personnes atteintes d'une maladie mentale sont 2 fois plus susceptibles d'avoir un problème de consommation de substances que la population en général. Au moins 20 des personnes atteintes d'une maladie mentale ont un problème de consommation d'alcool et d'autres drogues. Chez les personnes atteintes de schizophrénie, ce nombre peut être aussi élevé que 50. De même, les personnes ayant des problèmes de consommation de substances sont jusqu'à 3 fois plus susceptibles d'avoir une maladie mentale. Plus de 15 des personnes ayant un problème de consommation de substances sont atteintes d'une maladie mentale qu'au présent. Les Canadiens du groupe à faible revenu sont 3 à 4 fois plus susceptibles que ceux du groupe à revenu le plus élevé de déclarer être pauvres en santé mentale équitable. Des études menées dans diverses villes canadiennes indiquent qu'entre 23 et 67 des sans-abri déclarent avoir une maladie mentale. Comprendre la maladie mentale. Les maladies mentales peuvent prendre de nombreuses formes, tout comme les maladies physiques. Les maladies mentales sont toujours redoutées et mal comprises par de nombreuses personnes, mais la peur disparaîtra à mesure que les gens en apprendront davantage à leur sujet. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez une maladie mentale, il y a de bonnes nouvelles. Toutes les maladies mentales peuvent être traitées. Dans le webinaire d'aujourd'hui, vous en apprendrez davantage sur les maladies mentales que l'on peut aussi appeler des troubles psychiatriques et sur leur traitement. Vous trouverez également des ressources utiles qui fournissent plus d'informations pour mieux comprendre la maladie mentale. Les types de maladies mentales. Il existe plusieurs types de troubles de santé mentale. Dans l'intérêt du temps, nous nous concentrons sur ceux qui sont énumérés ici. Anxiété, dépression et troubles bipolaires, troubles alimentaires ainsi que la schizophrénie. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur ces maladies mentales ainsi que sur d'autres qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez consulter le site web de l'Association canadienne pour la santé mentale. Les troubles anxieux, donc l'anxiété. Nous ressentons tous de la nervosité ou de l'inquiétude parfois lorsqu'elle nous motive ou nous met en garde contre un danger. L'anxiété peut être un sentiment utile. Par contre,
Un trouble anxieux provoque une anxiété inattendue ou nuisible qui perturbe gravement nos vies, y compris comment nous pensons, nous nous sentons et nous agissons. Les phobies est une peur intense à l'égard d'une chose spécifique comme un objet, un animal ou une situation. La plupart d'entre nous avons peur de quelque chose, mais cela ne perturbe pas nos vies. Avec les phobies, les gens changent leur façon de vivre afin d'éviter ce qu'ils redoutent. Ensuite, un autre trouble anxieux, c'est le trouble panique, qui entraîne des crises de panique répétées et inattendues. Une crise de panique est une peur soudaine et intense qui dure peu de temps. Elle provoque beaucoup de sensations physiques, dont l'accélération du rythme cardiaque, des essoufflements ou des nausées. Elle peut être une réaction normale à une situation stressante ou faire partie d'autres troubles anxieux. Avec le trouble panique, les crises de panique semblent se produire sans raison. Les personnes atteintes ont peur d'avoir plus de crises de panique et peuvent craindre que quelque chose de grave arrive à la suite de la crise de panique. Pour éviter de déclencher davantage de crises de panique, certaines changent leur routine. Il y a aussi l'agoraphobie, qui est la peur d'être dans une situation où on ne peut s'échapper ou trouver de l'aide en cas de crise de panique ou d'autres sentiments d'anxiété. Une personne atteinte peut éviter les lieux publics, voire éviter de sortir de chez elle. Ensuite, il y a aussi le trouble d'anxiété sociale, qui entraîne une peur intense de se retrouver dans l'embarras ou de faire l'objet d'une évaluation négative par autrui. Par conséquent, les gens évitent les situations sociales. Plus grave que la timidité, ce trouble peut avoir une grande incidence sur le rendement et les relations au travail ou à l'école. Les troubles anxieux. Qui et quoi? Qui est touché? Les troubles anxieux peuvent toucher les personnes de tout âge et constituent le problème de santé mentale le plus courant. Parfois, ils sont déclenchés par un événement précis ou une expérience de vie stressante. Ils sont plus probables lorsque nous avons certains points de vue, comme croire que tout doit être parfait, ou apprenons des stratégies d'adaptation nuisibles d'autres personnes, mais parfois, il ne semble pas y avoir de raison. Donc, qu'est-ce que je peux faire? De nombreuses personnes atteintes d'un trouble anxieux croient qu'elles devraient simplement le surmonter par leurs propres moyens. D'autres peuvent avoir besoin de temps pour reconnaître à quel point l'anxiété affecte leur vie. Cependant, les troubles anxieux sont de véritables maladies qui nuisent au bien-être d'une personne. Il est important de parler de vos problèmes de santé mentale à votre médecin. Certains problèmes de santé physique causent des symptômes d'anxiété. Votre médecin examinera toutes les causes possibles d'anxiété. Donc, il y a des options de traitement. Donc, il y a le counseling. La thérapie cognitivo-comportementale ou TCC représente une forme de counseling efficace pour l'anxiété. La TCC vous enseigne comment vos pensées, vos sentiments et vos comportements agissent ensemble. Il y a aussi la médication. Pour certaines personnes, les médicaments anxiolytiques ou les antidépresseurs sont utiles. La médication peut réduire les sentiments physiques d'anxiété. Elle peut également diminuer la fréquence ou l'intensité des pensées anxieuses, ce qui facilite l'apprentissage de stratégies d'adaptation utiles. Il y a aussi les groupes de soutien en personne ou en ligne qui peuvent être un bon endroit pour partager vos expériences, apprendre des autres et établir des liens avec des personnes qui vous comprennent. Les stratégies d'autothérapie aussi, de nombreuses compétences différentes peuvent aider les gens à gérer leur anxiété, notamment la gestion du stress, la résolution de problèmes et la relaxation. La pleine conscience, soit prendre conscience du moyen présent sans porter de jugement, peut également aider. Les habitudes qui soutiennent le bien-être, comme bien manger, faire de l'exercice, s'amuser et entrer en contact avec les autres, sont également importantes. Ensuite, parlons des troubles de l'alimentation. Chaque jour, des messages de différentes sources nous bombardent et nous influencent nos sentiments sur notre apparence. Chez certaines personnes, une perception médiocre de l'image corporelle est signe d'un problème grave appelé trouble de l'alimentation. Les troubles de l'alimentation ne touchent pas que l'alimentation. Souvent, ces troubles sont un moyen de faire face à des problèmes difficiles ou de reprendre le contrôle. Ils représentent des maladies complexes qui touchent les sentiments d'identité, de valeur et d'estime de soi. Il existe trois principaux types de troubles de l'alimentation: l'anorexie nerveuse, la boulimie et l'hyperphagie boulimique.
Parlons un début à propos de l'anorexie. Une personne qui est atteinte d'anorexie nerveuse peut refuser de maintenir un poids normal pour son corps en limitant la quantité de nourriture qu'elle consomme ou en faisant beaucoup plus d'exercice que d'habitude. Peu importe son poids réel, elle peut se sentir grosse, elle peut penser à son poids souvent et l'utiliser pour évaluer son estime de soi. La restriction de l'apport alimentaire peut avoir un effet sur tout le corps d'une personne. L'anorexie peut causer des troubles du cœur et du foie, un faible niveau de fer dans le sang, une perte de la masse osseuse, des troubles digestifs, un ralentissement du rythme cardiaque, de l'hypotension artérielle et des problèmes de fertilité chez les femmes. Jusqu'à 10 des personnes qui font de l'anorexie meurent des suites de problèmes de santé ou de suicide. Ensuite, la boulimie. La boulimie comporte des périodes de compulsion alimentaire suivies de purges pour éliminer la nourriture, par exemple en vomissant ou en utilisant des laxatifs. Peu importe leur poids réel, les personnes qui souffrent de boulimie peuvent se sentir grosses. Elles peuvent aussi penser à leur poids corporel souvent et l'utiliser pour évaluer leur estime de soi. Les problèmes de santé causés par la boulimie comprennent les troubles du foie, la déshydratation et les troubles digestifs. Les vomissements endommagent souvent les dents, la bouche et la gorge. Et finalement, il y a aussi l'hyperphagie. L'hyperphagie alimentaire comporte des épisodes d'excès alimentaire. Les personnes atteintes peuvent avoir l'impression de ne pas contrôler la quantité de nourriture qu'elles consomment et ressentir de la détresse, du découragement et de la culpabilité après un épisode d'excès alimentaire ou de compulsion alimentaire. Bien des gens essayent de cacher leur compulsion alimentaire. L'hyperphagie peut être un moyen pour faire face à une situation ou trouver du réconfort et elle fait parfois son apparition après un régime. Certaines personnes peuvent jeûner, ne pas manger pendant une période ou être au régime après des épisodes de compulsion alimentaire. L'hyperphagie peut accroître les risques de diabète de type 2, d'hypertension artérielle ou les préoccupations relatives au poids. Donc, qui est touché par les troubles de l'alimentation? Les troubles de l'alimentation peuvent toucher tout le monde, mais certaines personnes peuvent courir un risque plus élevé. Celles dont l'estime de soi est faible, qui n'aiment pas leur image corporelle, qui sont perfectionnistes ou qui ont de la difficulté à gérer le stress peuvent être plus susceptibles d'être atteintes. L'absence de soutien sociopositif et d'autres liens importants peut également jouer un grand rôle. Dans certains cas, les troubles de l'alimentation peuvent aller de pair avec d'autres maladies mentales. Nos croyances à l'égard de l'image corporelle sont également importantes, alors que les médias présentent souvent la minceur comme le type de corps idéal. Cette croyance ne suffit pas à provoquer un trouble de l'alimentation. C'est notre façon de concevoir ces images, ces messages et de les appliquer dans notre vie qui peut influencer notre estime de soi et notre valeur. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Vous pourriez avoir beaucoup de difficultés à demander de l'aide car ce n'est pas toujours un pas facile à franchir. Bon nombre de personnes qui sont atteintes d'un trouble de l'alimentation ont peur de suivre un traitement parce qu'elles pensent qu'elles devront prendre du poids. Comme plusieurs peuvent également ressentir beaucoup de honte ou de culpabilité, l'idée de parler d'expériences très personnelles peut sembler insurmontable. Certains trouvent du réconfort dans leur comportement alimentaire et craignent de trouver de nouveaux moyens pour s'adapter. La restriction de l'apport alimentaire, la compulsion alimentaire et les purges peuvent entraîner de graves problèmes de santé, mais on peut les traiter et vous pouvez vous rétablir. Une bonne équipe de soutien peut vous aider tout au long de votre rétablissement et vous donner des outils qui vous aideront durant votre vie. Le traitement de troubles de l'alimentation implique généralement plusieurs professionnels et professionnels féminins de la santé. Certaines personnes pourraient devoir être hospitalisées pour traiter leurs problèmes de santé physique. Les options de traitement. Donc, il y a le counseling et le soutien. Le counseling aide les personnes à résoudre leurs problèmes et à acquérir des compétences pour gérer leurs problèmes à l'avenir. Il existe différents types de counseling, dont la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie comportementale dialectique et la thérapie interpersonnelle. Toute la famille peut participer au counseling, surtout lorsqu'une jeune personne est atteinte d'un trouble de l'alimentation. Il peut être très utile d'entrer en contact avec des groupes de soutien. Il donne l'occasion de partager des expériences et des stratégies de rétablissement,
de trouver du soutien et d'établir des liens avec des personnes qui comprennent ce que vous vivez. Il peut y avoir également des groupes de soutien pour la famille, les amis et les amis touchés par le trouble de l'alimentation d'un proche. Ensuite, il y a aussi la médication. Quoiqu'il n'existe pas de médication spécifiquement pour les troubles de l'alimentation, une médication peut aider à régler les problèmes d'humeur, souvent associés à un trouble de l'alimentation. Il y a aussi les soins médicaux. Comme les troubles de l'alimentation peuvent entraîner des problèmes de santé physique, vous pourriez avoir besoin régulièrement des soins et des examens médicaux. Ensuite, parlons à propos de la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale qui influence la façon de comprendre et d'interagir avec le monde extérieur. Au début d'un épisode, les gens peuvent avoir l'impression que les choses qui les entourent semblent différentes ou étranges. Ils peuvent commencer à avoir de la difficulté à se concentrer, à penser ou à communiquer clairement ou à participer à leurs activités habituelles. Au cœur de l'épisode, les gens peuvent avoir des pertes de contact avec la réalité. C'est ce qu'on appelle des psychoses et elles peuvent prendre la forme d'hallucinations, qui est des sensations comme des voix qui ne sont pas réelles et de délire, des convictions fortes qui ne sont pas vraies, comme celle d'avoir des super pouvoirs. Certaines personnes ne se sentent à plat ou engourdies. Leur humeur, leur motivation et leur capacité d'accomplir des tâches peuvent aussi changer. Après un épisode, les signes peuvent continuer pendant un certain temps. Les gens peuvent se sentir agités, isolés des autres ou avoir du mal à se concentrer. Donc, qui est touché par la schizophrénie? La schizophrénie peut toucher tout le monde. Elle commence durant l'adolescence. Quoique les femmes commencent souvent à être atteintes de la maladie un peu plus tard que les hommes, personne ne sait exactement ce qui cause la schizophrénie ou pourquoi elle peut toucher les gens de façon aussi différente. Les gènes, la façon dont le cerveau d'une personne se développe et les événements de la vie peuvent tous jouer un rôle. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Même si on ne peut pas guérir la schizophrénie, les gens peuvent se rétablir et se rétablissent. Le rétablissement peut signifier apprendre à réduire l'incidence de problèmes, relever des défis ou maintenir le bien-être. La plupart des gens combinent certains des traitements et des services d'aide ci-dessous. Certaines personnes doivent être hospitalisées si elles connaissent un épisode grave de psychose. C'est là le moment de déterminer le meilleur traitement pour vous et de commencer votre cheminement vers la santé. Avant de quitter l'hôpital, les prestataires de soins devraient vous aider à déterminer les prestataires de services comme des médecins, conseillers, conseillères, travailleurs sociaux, travailleuses sociales qui participeront à votre traitement soins et soutiendront votre rétablissement. Donc, il y a des options de traitement. Donc, il y a la médication qui sont appelées antipsychotiques, peuvent aider à réduire la gravité des symptômes comme les hallucinations et les délires et éliminer en même temps ces symptômes pour beaucoup de personnes. En continuant la médication, lorsque vous vous sentirez mieux de nouveau, peut aider à réduire le risque de rechute lorsque les symptômes reviennent. Il y a aussi le counseling et les soutiens. Donc, le counseling peut aider à atténuer de nombreux problèmes, dont ceux concernant l'humeur mélancolique, l'anxiété et les relations. Vous pouvez acquérir des compétences utiles comme la résolution de problèmes et la définition d'objectifs. Il existe également des thérapies pour aider à réduire l'incidence des délires et des hallucinations. La schizophrénie peut influer sur les objectifs personnels concernant les études, le travail et la vie autonome. Ensuite, la dépression et le trouble bipolaire. Qu'est-ce que la dépression? La dépression est une maladie mentale qui affecte l'humeur d'une personne, la façon dont elle se sent. L'humeur influence la perception que les personnes ont d'elles-mêmes, leur relation avec les autres et leur interaction avec le monde environnant. C'est bien plus qu'une mauvaise journée ou brouiller du noir. Sans aide, par exemple, un traitement, la dépression peut durer longtemps. Qu'est-ce qu'un trouble bipolaire? Le trouble bipolaire est une autre maladie mentale qui affecte l'humeur. Les personnes atteintes traversent des épisodes de dépression et des épisodes de manie. Parlons à propos des symptômes de la dépression. Donc, les signes de dépression comprennent des sentiments de tristesse, d'inutilité, de désespoir, de culpabilité ou d'angoisse ressentis presque tout le temps. Parfois, de l'irritabilité ou de la colère. Les personnes atteintes ne s'intéressent plus à des choses auxquelles elles prenaient plaisir auparavant et peuvent s'isoler. La dépression peut réduire la concentration lors des tâches à réaliser et la mémorisation de l'information.
Il peut être difficile de se concentrer, d'apprendre de nouvelles connaissances ou de prendre des décisions. La dépression peut changer les habitudes alimentaires et de sommeil et chez beaucoup entraîner des problèmes de santé physique. Et maintenant, le trouble bipolaire. Les épisodes de dépression dans le trouble bipolaire sont semblables aux autres types de dépression. La manie est une humeur exceptionnellement exaltée. Les personnes peuvent avoir l'impression que leurs pensées défilent à toute vitesse et se sentir hyperactifs. Elles peuvent se sentir confiantes, heureuses ou très puissantes de manière irréaliste. Beaucoup dorment peu lorsqu'elles vivent un épisode de manie et peuvent agir sans réfléchir et prendre des risques qu'elles ne prendraient pas normalement. Les épisodes de dépression de manie sont généralement entrecoupés de périodes de mieux-être. Ces épisodes durent généralement un certain temps, mais un petit nombre de personnes peuvent vivre des épisodes qui changent rapidement. La fréquence et le type d'épisode peuvent également varier grandement. Donc, qui est touché? La dépression et le trouble bipolaire peuvent toucher tout le monde. Ils sont probablement causés par de nombreux facteurs différents qui agissent ensemble, dont les antécédents familiaux, la biologie, l'environnement, les expériences de vie, la personnalité et les problèmes de santé physique. Donc, qu'est-ce que je peux faire? La dépression et le trouble bipolaire peuvent constituer un grand défi. Bien des personnes se blâment d'éprouver ces sentiments ou se demandent pourquoi elles ne se parviennent tout simplement pas à reprendre le dessus. Certaines ont l'impression qu'elles doivent vivre avec ces sentiments pénibles parce qu'elles s'inquiètent de ce que les autres vont penser si elles demandent de l'aide. Les symptômes des maladies peuvent compliquer les démarches pour demander de l'aide. La dépression et le trouble bipolaire sont de véritables maladies et elles ont droit à des soins de l'aide. Elles peuvent se rétablir et se rétablissent. Il y a des options de traitement comme le counseling. Pour les troubles de l'humeur, le counseling appelé thérapie cognitivo-comportementale ou TCC s'emploie couramment. Il vous enseigne comment vos pensées, vos sentiments et vos comportements agissent ensemble. Il vous apprend également des compétences importantes comme la résolution des problèmes, la gestion du stress et la réflexion réaliste et la relaxation. Aussi, il y a des groupes de soutien qui sont également très importants. La dépression et le trouble bipolaire peuvent isoler les personnes qui sont atteintes et l'isolement peut s'ajouter aux problèmes d'humeur. Les groupes de soutien sont un lieu sûr pour partager vos expériences, apprendre des autres et établir des liens avec des personnes qui comprennent ce que vous vivez. Il y a aussi la médication. Pour traiter la dépression, on utilise principalement des antidépresseurs. Il existe beaucoup de catégories et de types différents d'antidépresseurs et chacun fonctionne un peu différemment. Cependant, les antidépresseurs ne sont peut-être pas la meilleure option pour le trouble bipolaire. On peut plutôt le traiter avec des régulateurs de l'humeur. Donc, veuillez consulter votre médecin avant de prendre des médicaments. Il y a aussi d'autres options. Si la dépression est très grave ou dure longtemps, les médecins peuvent recommander une thérapie électroconvulsive, on appelle aussi TEC. La TEC peut être très utile, surtout lorsque d'autres traitements n'ont pas fonctionné. Et aussi pour faire la prévention des rechutes. Apprendre à reconnaître une rechute constitue un progrès important dans le rétablissement. Une rechute signifie la réapparition des symptômes. En demandant de l'aide aussitôt que possible, on peut beaucoup atténuer les problèmes ou les défis. Les plans de prévention des rechutes à développer lorsque vous allez bien décrivent souvent les signes précurseurs et énumèrent les stratégies de traitement qui ont fonctionné par le passé et assignent des tâches à des personnes clés qui peuvent vous soutenir dans votre rétablissement. Votre plan peut être une entente formelle conclue avec votre équipe de soins de santé ou un plan informel avec vos proches. Êtes-vous en crise? Trouvez de l'aide. L'Association canadienne pour la santé mentale, ACSM, est l'organisation communautaire du secteur de la santé mentale la plus vaste et la mieux établie au Canada. Grâce à sa présence dans plus de 330 collectivités de chaque province et d'un territoire, le ACSM offre des activités de plaidoyer, des programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes et les maladies de santé mentale, à soutenir le rétablissement et la résilience et à permettre à tous les Canadiens de s'épanouir et de prospérer. Il y a aussi les services de crise du Canada, le SCC, qui a évolué à partir du réseau de lignes d'écoute téléphonique du Canada, un réseau national existant de services de lignes de crise, de détresse et de prévention du suicide qui engage ses membres depuis 2002.
Ils sont disponibles 24 heures sur 7 par téléphone sans frais. Il y a aussi Jeunesse J'écoute, qui est le seul service de soutien à l'échelle du pays qui est accessible 24 heures sur 7. Nous offrons un service, Jeunesse Écoute offre un service d'information professionnelle, d'information de ressources et un service de soutien bénévole par texto aux jeunes en français et en anglais. Parlons maintenant à propos de la consommation des substances. Les troubles liés à la consommation des substances. Il est courant que les personnes ayant des problèmes de santé mentale utilisent de l'alcool ou des drogues pour se sentir mieux ou traiter leurs symptômes. Le trouble de consommation de substances comprend l'abus de la dépendance, l'abus ou la dépendance à l'alcool, l'abus ou la dépendance au cannabis et d'autres abus ou dépendances aux drogues. L'utilisation de substances comme l'alcool et d'autres drogues peut avoir un impact sur la santé mentale. Il est également vrai que la santé mentale peut avoir un impact sur la consommation de substances. Certaines personnes prennent également des médicaments d'ordonnance pour des raisons non médicales. Par exemple, les élèves peuvent utiliser des drogues pour les aider à rester éveillés ou à se détendre. Ceci est extrêmement dangereux et peut également conduire à la dépendance. Nous avons tous des compétences uniques en résolution de problèmes, des systèmes de soutien et des objectifs. Ce ne sont là que quelques-uns des facteurs qui influencent comment et pourquoi les gens pourraient consommer de l'alcool ou d'autres drogues. Risque élevé. Selon une publication de Statistique Canada, les jeunes avaient des taux plus élevés de troubles liés à la consommation d'alcool et d'autres drogues que tous les autres groupes d'âge. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans avaient le taux le plus élevé de troubles liés à la consommation de substances. De nombreuses personnes aux problèmes de toxicomanie sont également victimes de stigmatisation et de discrimination. La stigmatisation peut être définie comme un stéréotype négatif et la discrimination. L'étude a montré que les hommes avaient des taux plus élevés de troubles liés à la consommation d'alcool et d'autres drogues au cours de la période d'étude de 12 mois. Environ 6,4 des hommes et 2,5 des femmes ont signalé des symptômes compatibles avec le trouble de consommation de substances. Bien que les hommes et les femmes avaient des taux similaires d'abus ou de dépendance à d'autres drogues autres que le cannabis, au cours de la période de 12 mois, les hommes avaient des taux plus élevés d'abus ou de dépendance à l'alcool et au cannabis que les femmes. C'est-à-dire qu'environ 4,7 des hommes et 1,7 des femmes ont satisfait aux critères d'abus ou de dépendance à l'alcool au cours de la dernière année. Et 1,9 des hommes et 0,7 des femmes répondaient aux critères d'abus de dépendance au cannabis. Symptômes et options de traitement. Si une personne que vous connaissez a un ou plusieurs des comportements qui suivent, il se peut qu'elle ait un trouble lié à la consommation de substances. Donc, il y a envie constante de consommer des drogues, des médicaments ou de l'alcool, recherche compulsive de drogues, de médicaments ou d'alcool, consommation continue malgré les méfaits causés par les drogues, les médicaments ou l'alcool comme des effets négatifs sur la santé, absence de l'école ou du travail, baisse des résultats scolaires, isolement de ses amis, des membres de sa famille, changement de comportement et d'humeur extrême. Il y a des options de traitement qui existent, donc il y a des options de traitement d'une journée qui offrent habituellement la même programmation que le traitement en établissement, mais les clients rentreront chez eux vers la fin de la journée au lieu de passer la nuit dans l'établissement. Il y a aussi des thérapies de groupe, généralement offertes dans les établissements de traitement communautaire. Ce sont des rencontres avec des personnes qui ont des préoccupations semblables pour discuter des compétences et des stratégies de gestion des problèmes de toxicomanie. Il y a aussi gestion de cas, qui est le processus par lequel une personne a un travailleur qui lui est assigné pour obtenir de l'aide. Il peut s'agir notamment d'élaborer un plan de traitement, de les relier au service et de suivre leur progrès. Il y a aussi traitement en établissement ou en milieu hospitalier, qui est un traitement plus intensif où une personne séjourne dans un établissement de traitement 24 heures sur 24. Ces programmes peuvent durer de 21 jours à plusieurs mois. Habituellement, les programmes résidentiels offrent des conseils de groupe, des conseils individuels, un soutien en gestion de cas et des conseils familiaux sur demande. Ces installations peuvent être financées par le secteur public ou privé et les temps d'attente pour le traitement résidentiel varient. Trouver de l'aide. Donc, qui peut vous aider?
Les professionnels ayant les titres de compétences suivants peuvent aider s'ils sont également formés au traitement de la toxicomanie. Donc, les médecins, les spécialistes en médecine de la toxicomanie et les psychiatres. Si votre professionnel de la santé n'est pas formé à l'évaluation et au traitement des dépendances, il peut vous référer à un professionnel qui l'est. N'ayez pas peur de demander une recommandation à votre médecin. Parlons un peu à propos de la thérapie de toxicomanie counseling. La thérapie et le counseling sont la forme de traitement la plus courante pour les problèmes d'alcoolisme et d'autres drogues. Il peut être livré dans de nombreux formats, y compris aux individus, aux couples, aux familles et aux groupes. Les formats les plus courants sont la thérapie individuelle, qui consiste à rencontrer un thérapeute ou un conseiller en personne, et la thérapie de groupe, qui consiste à rencontrer un thérapeute ou un conseiller et d'autres clients qui partagent des problèmes similaires en groupe. Les groupes de soutien, euh, qui offrent un endroit sûr où les personnes ayant des problèmes d'alcool ou d'autres drogues peuvent se soutenir mutuellement. Donc, participer à ces groupes pendant le traitement et continuer avec eux après le traitement peuvent faciliter les transitions et offrir un soutien constant tout au long du processus de rétablissement. Ces programmes de groupe sont gratuits dans de nombreuses communautés et aussi en ligne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un traitement, les groupes de soutien peuvent fournir un soutien précieux au rétablissement aux personnes pendant et après le traitement. Euh, il y a aussi des programmes de traitement structurés. Les programmes sont intensifs et ont un calendrier quotidien structuré de traitement et d'activité de toxicomanie. Le traitement peut inclure la thérapie de groupe et individuelle, l'éducation sur les symptômes, la formation aux compétences sociales et la planification du traitement. Rechercher des programmes gérés par une équipe de fournisseurs qualifiés de services de toxicomanie et de soins de santé. Il y a aussi des médicaments contre la toxicomanie. Il existe plusieurs médicaments contre la dépendance qui peuvent aider les personnes dépendantes à l'alcool ou à d'autres drogues. Les médicaments les plus couramment utilisés sont les médicaments pour traiter la dépendance à l'alcool et aux opioïdes, par exemple analgésiques sur ordonnance, héroïne. Si vous utilisez des médicaments contre la toxicomanie, les meilleurs résultats sont observés lorsqu'ils sont combinés avec des conseils et d'autres soutiens. Donc, votre médecin de famille peut évaluer si un médicament contre la toxicomanie pourrait vous être utile. Il y a aussi des plans de prévention. Des rechutes peuvent réduire à la fois le risque et la gravité de rechute. Une rechute se produit lorsqu'une personne revient à la consommation d'alcool ou d'autres drogues après une période de non-consommation ou de consommation contrôlée. Un plan peut aider les autres à comprendre comment soutenir votre établissement et vous aider à vous remettre sur la bonne voie si vous avez une rechute. Les plans de prévention de rechute sont fondés sur une compréhension de votre consommation d'alcool ou d'autres drogues, par exemple rechute antérieure, déclencheur, des situations à risque élevé, des signes avant-coureurs, et comprennent des stratégies pour gérer les pièges potentiels. Voici des ressources. Donc, ces lignes d'assistance peuvent fournir de l'aide et du soutien. La ligne d'aide en santé mentale fournit de l'information sur les services de santé mentale en Ontario. Un spécialiste de l'information vous aidera à répondre à votre appel, à votre courriel ou à votre clavardage 24 heures sur 7. Le service est gratuit et confidentiel. Il y a aussi la ligne d'aide sur les drogues et l'alcool qui fournit de l'information sur les services de toxicomanie et de toxicomanie en Ontario. La ligne d'aide, vous pouvez appeler directement sur le numéro sans frais. Il y a aussi des lignes d'aide sur les jeux qui fournissent de l'aide en toxicomanie aussi, du soutien aux jeux, du soutien familial et de l'information. Ensuite, vous pouvez aussi visiter Connex Ontario pour avoir beaucoup plus d'informations. Il y a aussi Jeunesse J'écoute, qui est le seul service de soutien à l'échelle du pays qui est accessible 24 heures sur 7. Ils offrent un service d'intervention professionnelle, d'information, de ressources et un service de soutien bénévole par texto aux jeunes en français et en anglais. Il y a aussi Allo J'écoute, qui est un service de soutien confidentiel aux étudiants de niveau postsecondaire en Ontario. Parlons maintenant brièvement à propos du programme bilingue L'Ontario, c'est chez moi. L'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le programme L'Ontario, c'est chez moi afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. N'hésitez pas de visiter notre site Web pour avoir accès à nos ressources et de nous contacter par courriel ou par téléphone.
Nous avons aussi le projet bilingue Étudiants internationaux se connectent. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Vous pouvez visiter notre site web pour avoir accès à nos ressources et nous contacter par courriel ou par téléphone. Costly Immigrant Services, est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 18 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costly coordonne l'Ontario c'est chez moi et Étudiants internationaux se connectent pour l'ensemble de l'Ontario. Nous sommes rendus à la fin de cette présentation. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et bonne journée.